Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Provence-Alpes et sur France Bleu Provence et Vaucluse pour ce second débat consacré au premier tour des élections législatives anticipées. Nous allons cette fois nous intéresser à la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence. Un petit rappel pour commencer, lors des élections européennes du 9 juin dernier, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête dans ce département avec un peu plus de 36%. Merci aux trois candidats qui ont accepté de débattre ensemble. On va passer aux présentations. Sophie Vaginet, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez sous l'étiquette Les Républicains à droite et vous êtes soutenu par le Rassemblement national. Léo Walter, bonsoir monsieur, vous êtes député sortant et vous vous présentez sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire. Enfin, Dominique Blanc, bonsoir madame, vous représentez Ensemble pour la République dans ce scrutin. Voilà pour le tour de table. Sachez aussi que vous aurez, dès la fin de ce débat, 30 secondes à chacun pour conclure sur un thème de votre choix. Les autres candidats, on va voir l'affiche derrière moi, qui se présentent dans cette deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence sont Léo Reynaud sans étiquette, Henri Sivoc de Lutte ouvrière et Myriam Cadenel pour Reconquête. Avant de débuter, petit tour d'horizon de cette circonscription, quelles sont les communes concernées et les résultats aux dernières élections législatives de 2022. On regarde ce résumé préparé par Julie Arboin et on se retrouve dans un instant. Cette circonscription regroupe plusieurs villes des Alpes de Haute-Provence, comme Barcelonnette, Forcalquier, Manosque ou encore Sisteron. Territoire à gauche depuis 2022, le député sortant et candidat à sa réélection, Léo Walter, l'avait emporté de peu, avec 51% des suffrages et seulement 900 voix d'écart face à Christophe Castaner pour le parti présidentiel. La participation pourra faire la différence dimanche, 48% d'abstention enregistrée lors des dernières législatives. Autre particularité, l'absence de candidat des Républicains. C'est la maire de Barcelonnette, Sophie Vaginet, qui se présente, soutenue par le Rassemblement national. Le RN, qui est arrivé en tête des élections européennes dans le département, avec 36% des voix. Au total, plus de 66 000 personnes étaient appelées aux urnes en 2022. Quelques questions qui s'adressent à chacun d'entre vous et qui concernent bien sûr cette dissolution. Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français et dans ce courrier, il parle, je le cite, de cette colère tournée contre lui. Dominique Blanc, c'est quoi ? C'est de l'orgueil mal placé ? Je pense que c'est la prise en compte d'un ensemble de réalités, à savoir le score des européennes, et puis une dissolution qui venait essentiellement du comportement à l'Assemblée nationale des opposants depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça devenait intenable, donc la solution, effectivement, c'était la dissolution. Alors, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a parlé d'une forme d'inconscience dans ce choix. Il va loin quand même. Édouard Philippe, c'est Édouard Philippe. Moi, je pense que le président, avec sa façon de réagir sur d'autres thématiques de jadis, notamment le Covid, il a su, quelque part, apprivoiser l'imprévisible. Donc, je suppose que dans sa façon à lui de penser, à savoir le président, il a raisonné de la même façon. Léo Walter, cette campagne un peu éclair des législatives, a-t-elle provoqué une prise de conscience chez les électeurs que vous rencontrez sur le terrain ? Alors c'est évident, nous on constate sur le terrain une mobilisation absolument massive et qui n'a rien à voir avec celle de 2022 qui pourtant dans la circonscription avait déjà été très importante. Je pense qu'effectivement il y a un sursaut citoyen qui s'oppose à deux choses en fait. Moi j'entends qu'on me dit ça ne marchait pas à l'Assemblée nationale, il fallait dissoudre. Nous de toute façon on se préparait à la dissolution depuis le début, on savait que ça serait difficile pour un président qui supporte très mal l'opposition de pouvoir continuer à travailler avec nous, mais cela dit, c'est tout à fait faux de dire que ça n'avançait pas. On était par exemple au moment de la dissolution en train de travailler sur un texte qui était, selon le président Macron lui-même, fondateur pour son deuxième quinquennat, à savoir le projet de loi sur la fin de vie. Et ça faisait plusieurs semaines qu'en commission ou dans l'hémicycle, on avait des débats qui étaient de très bon niveau. On était prêt à voter un excellent texte le 18 juin au soir par vote solennel. Donc déjà, cet argument-là me semble un petit peu problématique. Mais je voudrais revenir sur cette irresponsabilité dont parle Édouard Philippe.
Vous citiez la lettre du président. Moi, je voudrais citer une de ses déclarations qu'il a faite le 10 juin dernier à Oradour-sur-Glane. Il a quand même le sens du symbole ou pas, cet homme-là. Il a dit « Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » Je pense effectivement que nous avons affaire à une décision parfaitement irresponsable. Sophie Vaginet, en quoi le Rassemblement national aujourd'hui est-il différent de celui d'hier, puisque vous avez claqué la porte des Républicains en 2022 ? Il est différent, on le voit depuis 2022. Il y a un groupe de 89 élus à l'Assemblée nationale, 89 élus du Rassemblement national qui ont montré de la hauteur, qui ont montré aussi du sérieux dans le travail parlementaire. Et aujourd'hui, dans le programme qui est proposé par Jordan Bardella, il y a une volonté d'ouverture à droite et une volonté d'aller vers cette politique de droite et vers l'alternance aussi. Je parlais des Républicains parce que le député sortant Aurélien Pradié, ancien vice-président des LR, a lui aussi claqué la porte ce matin. Il dit que le parti des LR est mort. C'est aussi votre point de vue? C'est la stratégie d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu président de la République. Il se positionne sur l'extrême centre et donc après avoir laminé le PS, il s'est occupé des Républicains cette fois-ci. Moi, ce que je pense, je me suis éloignée de ce parti parce qu'on voit qu'il était dans l'immobilisme total et dans la paralysie. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse rassembler la droite. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, j'ai rejoint la proposition du Rassemblement national qui propose cette ouverture à droite et ce rassemblement des droites. Mais vous êtes proche d'Éric Ciotti ? Alors oui, on a cheminé ensemble, du coup, par des chemins différents, mais parallèles, pour aboutir aujourd'hui à être ensemble sur ce positionnement d'union des droites, oui. Si je puis me permettre, oui, allez-y, oui. Deux petits points par rapport à ce qui a été dit par Mme Vaginet. Alors d'abord, ils sont plus 89, ils sont 88, puisqu'ils ont perdu un siège lors des dernières élections partielles. Et je tiens à vous dire, moi je siège avec eux depuis 2 ans. Je pense que vous n'imaginez pas ce qu'ils défendent à l'Assemblée nationale. Parce que je vous connais, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. J'ai pu lire vos déclarations en décembre 2022, lorsque vous avez quitté les Républicains avec David Géant, avec Camille Galtier, parce que vous ne pouviez pas rester avec Éric Ciotti dans un parti qui flirtait avec le Rassemblement national. Je vous promets que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce que défendent les membres du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, est tout à fait cohérent avec le programme historique du Front national. Et vous parliez d'Aurélien Pradié, il quitte les Républicains pour les raisons exactement inverses à celles de Mme Vaginet. Parce que lui dit le gaullisme existe encore, les Républicains sont morts, donc il s'éloigne un peu plus du Rassemblement national, alors que Mme Vaginet le rejoint. Donc je pense qu'il faut quand même poser les choses comme elles sont. Je vous donne un tout petit exemple. Je ne suis pas du tout d'accord avec assez rapidement, ensuite on abordera le premier thème. Lors des débats sur le projet de loi fin de vie, les amendements du Front national, enfin du Rassemblement national, pardon, visaient par exemple à interdire aux prisonniers d'avoir accès au projet de loi fin de vie, aux possibilités de la fin de vie, aux soins palliatifs en prison. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que défendent les députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et donc je pense que peut-être vous vous trompez sur ce qu'est devenu le Rassemblement national aujourd'hui. Je vous laisse répondre, allez-y. Oui. Alors d'abord sur le fait que je ne sois pas sur la même ligne qu'Éric Ciotti, les conditions particulières qui ont fait que j'ai quitté les LR en 2022 étaient qu'il y avait une situation particulière au niveau départemental où on avait récupéré d'ailleurs un département qui était à gauche et qui est devenu à droite et où avec des maires du département, des élus locaux, on a privilégié aussi l'alliance de la droite au niveau départemental. Mais comprenez qu'on a du mal à comprendre votre positionnement. C'est ou avec Éric Ciotti ou avec le Rassemblement national. C'est avec qui précisément? C'est pour apporter un éclairage. C'est pas du tout Éric Ciotti qui est en cause. Moi, j'étais cadre des LR et j'ai été secrétaire départementale mise en place par Laurent Wauquiez. Donc, je ne suis pas du tout sur le positionnement qu'on souhaite où on souhaite m'installer. Je suis au contraire sur une ligne ferme d'une droite installée et donc ces prétendus changements de cap n'existent pas en réalité. J'étais
un soutien de Laurent Wauquiez, qui m'a nommé secrétaire départemental du département des Alpes-de-Haute-Provence. Là, la page est tournée. Voilà. Avec Laurent Wauquiez, la page est tournée aussi. Et aujourd'hui... Voilà. Les élus de droite du département dont vous parlez, Voilà. puisque vous avez quitté la majorité de Renaud Muselier. Donc il y a quand même un changement de cap à un moment donné, Madame Vagili. Dans la droite, aujourd'hui, il existe plusieurs courants et je le revendique et ça fait partie aussi de la démocratie. On l'a bien compris. On va passer au premier thème, l'accès aux soins et les déserts médicaux. Selon la Caisse d'assurance maladie, il manquera d'ici 2030 60 médecins généralistes dans ce département des Alpes-de-Haute-Provence et 155 communes sont sans offre de santé. Dominique Blanc, dans votre programme, qu'est-ce que vous préconisez pour justement amener des médecins dans ce département? Alors, dans le programme que vous avez tous reçu et que j'ai sous les yeux et que je vais reprendre brièvement, parce qu'après, il y a une adaptation locale qui doit se faire. Le 04, c'est un territoire qui nous appartient, sur lequel nous sommes ancrés, même tankés. Territoire, un terroir, une terre qui nous appartient. Et plus que ça, de famille en famille, de génération en génération. Donc, nous voyons peut-être les choses un peu en famille, en plus. Donc, au niveau de ce qui a été prévu sur la santé, donc il y a un doublement du nombre de médecins formés pour faire reculer donc ce problème, cette question. Ça veut dire aussi la disparition du numerus clausus. Il y a dès cet été un médecin de garde pour à moins de 30 minutes de notre domicile. C'est difficile. 2027, ouais, ça c'est le chiffre qui a été annoncé par Gabriel Attal, mais dans les faits, est-ce que c'est réalisable? C'est réalisable, il faut commencer. Je vois le centre de santé qui a été fait, le centre de soins qui a été fait et inauguré cette semaine à Fort-Calquier, avec de l'argent européen, qui dit que finalement, si on se sert de l'Europe, ça sert à quelque chose, 47% de fonds européens, le reste du conseil régional et des financeurs classiques sur la zone. Ça veut dire qu'en fait, on est capable localement aussi d'avoir une réponse. Voilà. Au-delà de ça, il y a des mesures purement nationales, avec une mutuelle prévue à 1 euro pour les gens, les 3 millions de gens qui n'en ont pas aujourd'hui. Et puis, il y a également d'autres mesures qui peuvent rentrer dans le secteur santé, le remboursement des fauteuils roulants. Vous parlez de la mutuelle à 1 euro, c'est ça, à l'instant. Ouais. Le remboursement d'ici à la fin de l'année, prise en charge totalement des fauteuils roulants. Mais ça existe déjà, il y a la complémentaire de santé solidaire, ça existe déjà, ça. Oui, mais c'est un élargissement... voilà, de ce dispositif qui existe déjà. Voilà. Léo Walter, par rapport aux déserts médicaux, alors, le programme du nouveau Front populaire risque de ne pas être au goût des médecins. La coalition des partis de gauche, pour les législatives, indiquait qu'elle comptait réguler leur installation pour lutter justement contre ces déserts médicaux. Comment vous incitez les médecins? Vous les obligez? Vous faites comment? Alors absolument pas. Il y a plusieurs choses à voir. D'abord, je voudrais dire quand même que dans le discours de Dominique Blanc que j'entends, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a l'impression que les macronistes ne sont pas au pouvoir depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'ils nous annoncent des choses que nous proposons, en particulier depuis le début de cette seconde mandature, par exemple sur l'installation des médecins, par exemple sur la prise en charge totale des frais de santé. Je tiens quand même à rappeler à Madame Blanc que la prise en charge des fauteuils roulants, c'est une proposition de loi de mon collègue Sébastien Pétavy, député Génération du groupe écologiste, que nous avons porté lors de leur dernière niche parlementaire. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut prévoir à long terme. Et ça, c'est une première chose qui n'est pas faite pour le moment. Prévoir à long terme, ça veut dire effectivement, vous dites mettre fin au numerus clausus. Le numerus clausus est terminé. C'était Emmanuel Macron qui l'avait annoncé en 2017. Et c'était une de ses grandes annonces de 2017. Il n'y a plus de numerus clausus. C'est ce qui s'appelle un numerus apertus. Le problème, c'est que pour former des médecins, encore faut-il qu'il y ait de la place dans les universités et qu'on puisse former suffisamment de jeunes médecins. Ça, c'est le premier point. Donc, parler de numerus clausus, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens aux universités de former des médecins. Et puis vous dites, les médecins vont peut-être pas être d'accord. Les syndicats de médecins sont pas d'accord. Syndicats de médecins généralistes et pas tous. Moi, j'ai travaillé au cours de mon mandat avec les urgentistes de Manosque, avec les médecins de l'hôpital de Manosque. J'ai passé une journée entière. On a passé une journée entière à l'hôpital de Digne il y a un peu moins d'un mois. On devait y passer, si Emmanuel Macron n'avait pas dissous l'Assemblée, une nuit au mois de juillet. J'espère en tout cas avoir l'occasion de le faire si je suis réélu, ce que j'espère fortement. Il y a, par exemple, une mesure toute simple à prendre en compte sur la question des urgences. Il y a eu la suppression de la CAMU. Alors c'est un peu technique, c'est la certification d'aptitude à la médecine d'urgence qui a été remplacée par un diplôme d'État, un DES, qui fait qu'aujourd'hui, un jeune médecin qui s'engage dans la carrière d'urgentiste, il reste coincé pour l'ensemble de sa carrière. Alors qu'avant, quand il passait, en plus de ses études, cette certification, il pouvait, au bout de 10 ans, 15 ans, déposer sa plaque de généraliste ou alors rejoindre sa spécialité qu'il avait préparée. Tous les médecins de la médecine d'urgence nous disent, gardons le
DES, c'est pas un souci, mais réinstaurons la CAMU. J'allais déposer, là, au moment de la dissolution, une proposition de loi pour réinstaurer la CAMU. Je finis juste sur un petit point, sur la question des déserts médicaux et de l'installation des médecins, puisque vous m'avez posé la question. Nous sommes porteurs d'une proposition de loi transpartisane depuis déjà 2022. Transpartisane, ça veut dire avec des députés de la majorité présidentielle, avec des députés des Républicains, avec des députés de tous les groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale, pour lutter contre les déserts médicaux. Et ce que nous proposons, c'est non pas une obligation d'installation, c'est une prise en charge des études en échange d'une obligation d'installation pour un temps donné, et puis surtout, c'est l'interdiction de s'installer dans les endroits où il y a déjà trop de médecins. C'est tout autre chose. Je vais faire agir Sophie Waginet, une réaction à ce que vient de dire Léo Walter. Oui, alors évidemment qu'il faut prévoir la formation des jeunes médecins, mais ça c'est une politique qui est déjà mise en œuvre avec la disparition du numerus clausus. Vous allez plus loin, vous voulez supprimer les agences régionales de santé. Hein. Voilà, ce qui est très important aujourd'hui et ce qu'il faut voir dans la réalité d'un élu local, parce que c'est les élus locaux qui sont face à ces difficultés d'implantation et de santé publique, souvent dans leur commune. Donc c'est de lever les barrières technocratiques et en matière de santé, il y en a une qui est très importante et on parle des urgences à Manosque par exemple, où le maire de Manosque a beaucoup de difficultés qui ferme régulièrement. alors qu'il est très engagé pour réouvrir ces urgences et on a des difficultés avec des agences déconcentrées de l'État, 470 agences dont l'ARS qui sont en fait des technocrates et qui sont complètement décorrélés des problématiques politiques. Mais est-ce que vous n'allez pas déstabiliser les hôpitaux en supprimant ces agences régionales de santé ? Il faut remettre du lien dans le pouvoir des élus locaux, dans la décision d'implantation et des solutions très pratiques. Également dans les zones rurales, pour un département comme le nôtre, il y a la possibilité aussi pour des médecins qui ont pris la retraite de pouvoir aussi leur donner les conditions financières d'avoir aussi, de reprendre une activité aussi à la demande et selon leur volonté. On va aborder le deuxième thème, on quitte les déserts médicaux pour parler de l'environnement et de l'écologie. J'aimerais que l'on aborde donc ce thème, si vous le permettez. Alors, il n'est pas en première ligne dans les programmes et dans les discours des candidats, c'est pourtant la deuxième préoccupation des Français. L'objectif européen est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre et celui d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans la France, d'après ces législatives, est-ce qu'on va rester sur cette trajectoire, accélérer, revenir en arrière ? Madame Blanc ? On est en cours, en fait, sur toutes ces mesures-là. On est au top actuellement sur pas mal de mesures en cours qui fonctionnent bien, avec un ministre, tout ce qui est réduction des effets de serre et autres, sur des grands projets, sur notre département toujours, avec sur la première circonscription et tout ce qui est solaire, qui nous permettent de décarboner les zones de fosse, etc. Alors, nous sommes un département en pointe à ce niveau-là. Après, les mesures nationales, vous les connaissez, elles sont dans notre programme, je n'y reviendrai pas. Je pense qu'en fait, si avec la batterie de 100 000 véhicules donc, qui arrivent en électrique avec un système social intéressant pour cette partie financière à prendre en charge de cette façon-là, c'est pas mal aussi. Il y a différentes mesures qui nous permettent d'être bons partout, même au côté nucléaire. Donc, est-ce qu'on peut privilégier les transports ferroviaires ? C'est un téléspectateur qui nous a posé la question cette semaine. Moi, j'aurais privilégié la mobilité dans l'ensemble. Tout simplement parce qu'on est un territoire particulier, le 04, et que, en fait, on a toute une discipline qui va avec le tourisme, qui représente 40% de notre PIB. Donc, tourisme, ça veut dire voiture, vélo, etc. Train, bien sûr, train de nuit qui va jusqu'à Briançon, théoriquement. Voilà, si tout va bien. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que le train. Mais les voitures électriques, donc vous revenez sur 5 000 véhicules propres en location, oui. Une centaine d'euros par mois, c'est ça ? Avec un leasing social, oui, tout à fait. Sur les voitures électriques, justement, au Rassemblement national, pendant la campagne des élections européennes, vous souhaitiez interdire de vendre des véhicules thermiques en 2035. Vous voulez revenir sur cette décision de la France. Comment vous faites pour avancer dans ce domaine ?
On est confronté à une réalité. Aujourd'hui, dans un département comme les Alpes de Haute-Provence, la voiture électrique, ne serait-ce qu'en secteur de montagne, elle n'est pas du tout adaptée. On a besoin de bornes de recharge tous les 100 km, ce qui n'existe pas du tout. Donc, on est frappé par un principe de réalité des territoires ruraux aujourd'hui. Et donc, il faut que les politiques nationales s'adaptent aux politiques de terrain, en réalité. Et pour les Alpes de Haute-Provence, moi, ce qui me semble déterminant sur la mobilité, c'est le désenclavement du département. On a aujourd'hui un pôle économique très important avec tout le bassin manosquin au sud, et donc Iter et Cadarache. Il faut qu'on reprenne ce qui a été lancé d'ailleurs par des élus locaux, la création d'une bretelle autoroutière pour désenclaver et développer à la fois ce secteur, qui est un secteur aussi porteur pour le département. Et au nord du département, il faut reprendre à minima, alors je ne dis pas une autoroute parce que ça serait une promesse trop ambitieuse, me semble-t-il. Mais en tout cas, il faut reprendre une voie rapide au nord du département pour faire la liaison entre Gap-Tallard et Grenoble, et pour permettre aux territoires de montagne et à toute la vallée de la Durance d'être desservis correctement par des véhicules, par l'automobile. Mais pour qu'on comprenne bien, vous voulez revenir sur cette interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs en 2035. Mais oui, ça me semble de toute façon un objectif qui est totalement irréalisable. Léo Walter, vous partagez cet objectif ou pas? Alors non, on s'éloigne, j'ai l'impression, on s'éloigne un petit peu de la question de l'écologie et de l'environnement. Je suis pas surpris. Les voitures électriques, ça concerne un petit peu, oui. Tout à fait. Et le désenclavement aussi, d'ailleurs, hein, c'est global. Mais après, à l'heure où à peu près tous les pays européens s'accordent sur un moratoire sur la construction d'autoroutes, proposer une construction d'autoroutes, ça me paraît un peu aller à contresens de l'histoire. Mais moi, ce qui me semble très important, c'est plusieurs choses. C'est la question d'abord, encore une fois, de la programmation. De la planification écologique, un mot qu'Emmanuel Macron a récupéré dans notre programme de 2012 et de 2017, et on en est très content parce que nous on pense qu'il faut effectivement planifier. Le problème c'est qu'il en a pris le mot sans prendre l'esprit, et que pour le moment il n'y a pas de réelle planification, parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une réelle planification? D'abord il faut réfléchir sur nos consommations. À un moment donné il va quand même falloir réfléchir sur est-on obligé de continuer à consommer, surconsommer en permanence encore plus, toujours plus d'énergie. Ça, c'est le premier point. Il y a une fois nucléaire dans votre programme, pas grand-chose. Tout à fait. Une fois qu'on a posé la question des besoins, il faut savoir comment on répond à ces besoins. Et bien sûr, il faut développer les énergies renouvelables, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe comment. Nous portons depuis le début, et dans le 04 en particulier, je l'ai porté, l'idée qu'il faut d'abord déployer ça sur des espaces anthropisés, sur des espaces de friches industrielles, sur les parkings, etc. Et surtout, toucher le moins possible aux terres agricoles et aux terres naturelles, les forêts, etc. etc. On se méfie en particulier d'un point qu'il y a dans la dernière loi de développement des énergies renouvelables, qui est le développement de l'agrivoltaïsme, qui est un véritable problème, où on se retrouve avec des paysans, des agriculteurs qui vivent plus des panneaux solaires qui sont au-dessus de leur serre de ce qu'il y a en dessous. Léo Walter, vous êtes en avance. Je vais être obligé de poser une question à Madame Blanc. Oui, allez-y, oui. Sur le thème, parce que c'est vrai que les ressources, il faut y venir. Je pense que le thème de l'eau est très important. L'eau, c'est tout pour nos cultures, pour la vigne, pour le quotidien au niveau de nos entreprises. C'est aussi tout dans un partage raisonnable au niveau familial, au niveau de nos animaux, qu'on oublie souvent, mais nos animaux domestiques consomment de l'eau. Donc, avoir aussi, l'eau, c'est la ressource essentielle, et puis ça inclut d'autres problématiques, notamment la prévention des risques, avec le barrage de Serponçon, avec les risques qui incombent à ce niveau-là. L'eau, c'est également la sécheresse. La sécheresse pour nos vignes, c'est un gros problème. Et puis, c'est également ce qui s'est passé cet hiver, avec de la grêle partout, l'absence de récolte d'olives cette année, et de récolte de raisins, et donc de vin. Donc, un problème majeur. Réguler comment avoir ensemble la ressource essentielle, pour moi, c'est l'eau. Et c'est presque... Et vous proposez quoi? Eh bien, déjà, d'en faire un partage raisonné et presque une considération au niveau de la Constitution.
parce que finalement, l'eau pour tous, c'est pratiquement un droit constitutionnel. Nous avons proposé la règle bleue dans la Constitution qui a été rejetée au moment de notre niche parlementaire par la majorité macroniste. Alors, Madame Maginet, j'aimerais vous faire réagir à ce que vient de dire Madame Blanc. moi, évidemment, la ressource en eau est fondamentale dans un département comme le nôtre. Moi, ce que je voulais dire sur l'environnement, sur le thème de l'environnement, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement est un thème qui est transversal. Il est dans toutes les politiques publiques et il faut absolument il ne faut pas encore surnormé sur l'environnement. Je pense que les objectifs aujourd'hui sont déjà très hauts et au contraire, il faut adapter parce qu'il y a encore une fois des territoires comme les nôtres où les mesures sont telles qu'elles empêchent le développement économique, elles empêchent l'installation de populations sur nos territoires qui sont déjà des territoires à très haute qualité environnementale. On a des normes sur des territoires qui sont déjà exemplaires en matière d'environnement. Donc aujourd'hui, il est indispensable, encore une fois, pour la ruralité, d'adapter. C'est pas pareil. Une norme environnementale qui est appliquée pour Marseille. On a droit aussi à cette spécificité. Je défends cette spécificité des territoires ruraux, et il faut pouvoir adapter les normes pour pouvoir avoir un développement harmonieux du territoire. Madame Blanc, adapter les normes. Tout à fait. C'est possible ? Bien sûr. Il y a quelque part une irrésistible, puisque c'est le thème de notre agence sur le 04, envie de faire du tourisme raisonnable. Et dans le tourisme raisonnable, il faut repenser tourisme durable avec l'ensemble des composantes qui sont aujourd'hui dans notre escarcelle. Donc chez nous, on parle de ski, on parle de vélo, on parle de randonnée. On peut parler d'autre chose pour la suite, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée du numérique. Et quelque part, c'est avec l'ensemble de ces données qu'on peut protéger l'individu, le citoyen, et protéger avec des normes raisonnées notre avenir. Si je peux rajouter un Oui, très rapidement. Très rapide, qui va parler vraiment aux habitants des Alpes-de-Haute-Provence et en particulier aux élus. Le 12 juin, normalement, il devait y avoir la niche parlementaire du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, où devait être débattue en deuxième position la proposition de loi du sénateur Jean-Yves Roux, le sénateur des Alpes-de-Haute-Provence, sur la question du transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes. C'est un texte qui était très attendu par les élus des Alpes-de-Haute-Provence, en particulier par les élus des petites communes, car ils souhaitaient pouvoir garder la maîtrise de la gestion de l'eau sur leur commune, soit par le biais d'un syndicat, soit en le gardant en gestion communale. Ça devait se voter le 12 juin et ce serait passé, j'en suis persuadé, à l'Assemblée nationale. Encore une occasion perdue. Permettez-moi de revenir et de rebondir sur l'action justement de Jean-Yves Roux au quotidien, justement pour on l'a parlé à l'instant de Manosque avec le problème des urgences. Le maire Monsieur Galtier fait beaucoup à ce niveau-là, est très présent sur les secteurs. Jean-Yves Roux aussi en tant que sénateur. Et je les vois à la télé, je les vois sur les journaux, et je ne vois pas notre député ici présent à leur côté. Je trouve que c'est dommage. Alors vous êtes très très mal renseigné puisque j'ai travaillé avec Camille Galtier sur la question des urgences de Manosque et j'ai même appelé à voter la pétition qu'il a postée en ligne et il m'en a remercié. Je travaille régulièrement avec Jean-Yves Roux, en particulier par exemple sur cette question de sa proposition de loi sur l'eau, et je sais que c'est votre seul argument de campagne, donc je vous le laisse. Mon absence sur le territoire, c'est tout simplement factuellement faux, donc passons à autre chose, c'est pas à la hauteur du débat. Alors on va passer à autre chose, au dernier thème, le pouvoir d'achat. Pour le porte-monnaie des Français, le Premier ministre, Gabriel Attal, a proposé la mise en place d'un paquet d'actions dès les premières semaines. Baisse de 15% de la facture d'électricité dès cet hiver pour tous les ménages, grâce à la réforme du marché européen de l'électricité. Dominique Blanc, il y a d'autres oui, il y en a d'autres. Je voulais prendre la facture d'électricité parce que c'est vraiment ce qui concerne énormément les Français. Cette baisse, elle va être effective à partir de quand précisément ? Alors, normalement, le budget est voté en octobre. Je pense que c'est immédiatement, puisque octobre... Immédiatement, c'est-à-dire octobre. À partir du budget, on nous dit dès l'hiver prochain, sur la plaquette. Voilà. Sophie Vaginet ?
J'aimerais vous faire réagir à cette baisse de facture d'électricité parce que... Oui, il y a un engagement national sur les factures d'énergie de manière globale pour le Rassemblement national et l'Union de la droite dès le mois de juillet. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'il faut qu'on relance l'économie aujourd'hui. C'est ça aussi qui sera un facteur de pouvoir d'achat pour les Français. Et cette semaine, par exemple, pour vous citer un exemple aussi d'élus qui sont engagés, j'étais cette semaine à Sisteron dans la ville de Daniel Spagnou, où on a un tissu commercial et des politiques économiques qui permettent cette vitalité économique, qui permettent l'emploi aussi, et qui permettent aussi de relancer l'économie et de donner ce pouvoir d'achat aux Français par l'économie. Dominique Blanc, d'autres mesures par rapport au pouvoir d'achat ? Oui, il y en a d'autres. Il y a aussi les moins 15% pour les fournitures scolaires, donc rentrée scolaire, achat groupé, des choses comme ça. L'augmentation des salaires du SMIC jusqu'à 2 000 euros. Mais d'autres mesures aussi pour les agriculteurs, avec tout ce qui a déjà été mis en place et qui est en train d'être réalisé sur les prix planchers par filière. Il y a également, au niveau du budget, c'est indirect, mais c'est là, le budget de la défense nationale. Il y a aussi le budget militaire. Donc, dans le budget militaire, il y a une partie investissement, fonctionnement. Donc, il y a forcément des mesures pour le pouvoir d'achat. Mmh. Léo Walter, le SMIC, on en a beaucoup parlé. Assez rapidement, ce SMIC, 1 600 € net. Tout à fait. C'est cela ? Nous, il nous semble qu'il faut absolument augmenter le SMIC et puis augmenter l'ensemble des salaires. Ça suit derrière pour une raison toute simple. C'est que si l'idée, c'est de relancer l'économie, alors d'abord pour une raison de dignité, tout simplement, et puis ensuite pour une raison toute simple, c'est que s'il s'agit de relancer l'économie, 51,3% de l'économie française tient sur la consommation des ménages. On sait très bien que quand on augmente les petits salaires, les gens qui sont augmentés ne vont pas placer ça sur un compte épargne ou sur un compte aux îles Caïmans. Ils vont le dépenser et donc ça va relancer l'économie et la consommation locale, ce que nous prônons. Mais comment vont réagir les patrons de PME? Mais les patrons de PME et de TPE vont être accompagnés. Il y a très peu de charges sociales sur le SMIC. C'est très clairement indiqué dans notre programme la manière dont nous allons accompagner les TPE et les PME. Et moi, je voudrais dire qu'il faut arrêter à un moment donné, lorsque nous, on attaque le CAC 40 ou qu'on propose de taxer les superprofits, de se cacher derrière la petite TPE, PME. C'est pas de ça dont on parle et ce ne sont pas ces patrons-là dont on parle. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais revenir sur quelques petits points, très rapidement. Ça m'amuse quand même d'entendre Gabriel Attal parler des baisses de moins 15% sur l'électricité. En fait, c'est simplement les prix du marché qui vont baisser, tout simplement. Début 2025. Ils ont augmenté de 45% ces 2 dernières années. Pourquoi ? Parce que le prix de l'électricité, de manière totalement absurde, est aligné sur le prix du gaz. Et donc, en fait, on ne paye pas l'électricité au prix qu'elle coûte, mais tout simplement au prix que fixent les marchés. Il y a eu l'occasion au Parlement européen, tout récemment, de voter pour la régulation de ce marché au niveau européen. Les macronistes, l'ensemble du groupe Renew a voté contre. Si mes souvenirs sont bons, Jordan Bardella n'était pas présent et une bonne partie du groupe du Rassemblement national au niveau européen a voté contre. Le seul groupe qui a voté totalement pour cette régulation, donc contre ce qui était proposé, c'est le groupe The Left dirigé par Manon Aubry. Madame Vaginet, justement sur ce thème de l'électricité, Jordan Bardella a fait des propositions, plusieurs, oui. Entre autres la baisse de la TVA. Oui, absolument. La baisse de la TVA, c'est acté, c'est ce que je vous indiquais. Moi, je voudrais juste revenir sur le SMIC, l'augmentation du SMIC. À 1 600 € net. C'est, à mon avis, une mauvaise mesure. Ça va plomber, vous le disiez, les PME et les artisans. Je pas dit que ça allait plomber. J'ai dit comment allaient faire les petits patrons pour payer au SMIC. Alors, c'est moi qui le dis. Ouais. On a aujourd'hui les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. Il faut jouer sur des allègements de charges en faveur de ces entreprises qui sont le principal tissu économique, la principale vitalité économique de ce pays. Et encore une fois, c'est sur les prélèvements obligatoires et sur les baisses de charges qu'il faudra jouer. On est vraiment sur ce positionnement-là. Vous êtes aussi
sur une proposition d'augmentation de 10% des salaires. C'est une proposition. Oui, il faut laisser le choix. Et une baisse sur les charges sociales. Une baisse sur les cotisations sociales. Ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations. Exactement. Mais vous ne demandez pas aux patrons d'augmenter de 10%. Vous ne les obligez pas. Non, il ne faut pas niveler. Il faut, en fixant une somme et en imposant aux chefs d'entreprise, finalement aussi, on nivelle par le bas. Donc parce que la disparition du SMIC ? Absolument pas, parce que finalement, les classes moyennes, ceux qui sont diplômés, qui ont aussi des petits salaires, parce que la conjoncture économique est difficile aujourd'hui, eh ben, ils seront pas augmentés, alors qu'il y aura peut-être des salariés qui vont être augmentés automatiquement. Ça crée des injustices sociales. Et en fait, il faut donner de la liberté pour pouvoir créer des conditions économiques pour que les salaires augmentent. Dominique Blanc, par rapport aux salaires, les salaires sont assez bas en France, hein, tous les responsables politiques le disent. Vous préconisez quoi ? Alors, une mesure qui se rapproche de ce qu'on a dit là, hein, donc une augmentation des salaires entre le SMIC et 2 000 €, je l'ai abordé là, donc avec une réforme des charges sociales, c'est vrai. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont indirectes finalement et qui rejoignent finalement un mieux-être, un mieux vivre. Notamment, vous savez que une des mesures phares, c'est égalité homme-femme. Et lorsque des enfants arrivent dans le foyer, la possibilité justement de prendre un congé parental mieux rémunéré, c'est aussi une hausse du pouvoir d'achat. Alors, il n'est pas mieux rémunéré, il est plus court. Il est plus court, oui. Mais... Et vous voulez le développer ? Vous voulez encore augmenter ce congé parental ? Moi, j'auditerai l'ensemble de mes manosquins pour avoir une idée de ce qui peut se passer. Je pense que là-dessus, des choses sont flexibles. Sophie Laginet ? Sur ? Justement, sur le congé parental, tenez, la famille, justement. La famille. Eh ben, c'est un sujet central aujourd'hui, très important. Je crois que sur la jeunesse en particulier et sur l'autorité, il faut rétablir aussi l'autorité, le civisme et sur la formation. Il faut. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise durant cette campagne qui m'indiquaient que ils avaient des difficultés à trouver des ouvriers qualifiés, à avoir de l'apprentissage, à aller vers la formation. Donc, sur la jeunesse en particulier, il va falloir s'orienter vers ces sujets de manière très sérieuse. L'apprentissage, justement. Ça, on peut dire qu'effectivement, l'apprentissage s'est énormément développé ces dernières années. Il faut encore aller de l'avant, Madame Blanc ? Je pense que c'est une solution majeure pour la suite, à savoir, il y a eu les programmes Erasmus qui ont permis aussi une forme d'apprentissage et qui sont vraiment présents parmi nous sur nos secteurs. C'est aussi une façon de se disculper de ce qu'on n'est pas arrivé à faire jusqu'ici au niveau des grandes universités. Il y a peut-être entre les universités et le quotidien, une nouvelle forme d'apprentissage à avoir ensemble sur des secteurs déterminés. Je pense essentiellement à des métiers autour de l'ingénierie. Nous avons Cadarache, nous avons ITER. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de créer quelque chose, des diplômes spéciaux d'ingénieurs qui permettent à nos jeunes de rester là avec cette forme d'apprentissage un peu classique et puis un peu apprentissage direct puisque nous avons les sites qui s'y prêtent. Par rapport à l'apprentissage, Léo Walter, très rapidement. Alors, très rapidement, par rapport à l'apprentissage, d'abord, on assiste à la destruction du lycée professionnel, et nous sommes de fervents défenseurs du lycée professionnel et de l'excellence du lycée professionnel. Nous proposons par exemple de revenir à un bac professionnel en 4 ans, ce qui était le cas avant. L'apprentissage, pourquoi pas ? Moi, j'ai un fils qui a été apprenti, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que cet apprentissage ne vient pas finalement servir de main-d'œuvre bon marché ? Allez, Léo Walter, je suis désolé, il va falloir conclure. J'avais quelque chose à dire sur la vous baisse allez de la pouvoir TVA. le dire, car c'est le moment de la carte blanche. Vous avez 30 secondes pour conclure. C'est à vous, le tirage au sort vous a désigné. Très bien. Alors, écoutez, moi je voudrais parler aux électeurs des Alpes de Haute-Provence, en particulier bien sûr ceux de la 2e circonscription, leur dire que dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet, ils ont le choix entre 3 choses. La première chose, c'est Emmanuel Macron, dont on a parlé, le gouvernement d'Emmanuel Macron, sa brutalité sociale, son inaction écologique, son mépris pour la démocratie. Ensuite, c'est le Rassemblement national, qui est une arnaque sociale, j'ai pas eu le temps de le démontrer, mais je pourrais le faire, qui est dans le déni écologique absolu, voire le refus de réalité, et je n'ai pas besoin de décrire, à mon avis, ce que serait le danger démocratique du Rassemblement national. Je dis juste un tout petit mot. C'est fini, Léo Walter, tant pis, alors, suis désolé. votez Front Populaire, merci. Dominique Blanc, c'est à vous. Dominique Blanc, alors ce dimanche, vous allez voter utile dès le premier tour. Si vous votez
Front National, c'est tout simple, vous allez diviser la nation. Si vous votez à gauche NPI, on va dire, vous allez refuser la clarté sur tout ce qui est le domaine de la laïcité et l'antisémitisme. Il n'y a pas 36 choix, il y a un choix, le bloc central avec nous, Ensemble pour la République. Vous avez encore 10 secondes, 11 secondes. D'accord, Ensemble pour la République, avec vous, dès dimanche, pour un vote utile. 5 secondes, encore? Non, c'est fini? Bon, très bien. Merci Dominique Blanc, Sophie Maginet, à vous de conclure pour 30 secondes. Eh bien, moi, je souhaite dire que je suis une femme de terrain, une élue d'expérience. Je connais parfaitement le département. J'ai été conseillère départementale pendant 6 ans. Je connais l'ensemble des problématiques des élus, des habitants, du monde économique. Et donc, je souhaite, si je suis élue, défendre les intérêts des Bas-Alpins. Et je serai à leur côté dans cet engagement. Et ils peuvent compter sur moi. Et si vous voulez le vote utile, merci votez pour moi. Sophie Maginet. Un grand merci à vous trois d'avoir accepté de débattre ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que nous vous aurons apporté les informations qui vous manquaient. N'oubliez pas que ce dimanche 30 juin, pour ce premier tour, France 3 Provence-Alpes se mobilise dès 19h50 pour une soirée électorale qui promet d'être passionnante. Belle soirée à tous et allez voter.